vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, Édouard Philippe donne cet après-midi le coup d'envoi de la conférence de financement des retraites. Elle réunit les partenaires sociaux et doit trouver les pistes pour équilibrer le système des retraites. Les syndicats annoncent déjà une nouvelle journée de mobilisation le 6 février prochain. On va en parler avec le sénateur des Bouches-du-Rhône, membre du Rassemblement national et candidat à la mairie de Marseille, Stéphane Ravier. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Guillaume Larrivé, le député Les Républicains de Lyon. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Et puis nous poursuivons notre tour de France des municipales. Cette semaine, nous sommes dans les Alpes-Maritimes et le Var. Aujourd'hui, direction Fréjus, ville dirigée par le Rassemblement national depuis 2014. Et puis enfin, dans le Club des territoires, nous analyserons le bilan des mandatures du Rassemblement national, le parti qui a conquis plus d'une dizaine de villes en 2014. Quel bilan? Et nous verrons les objectifs et la stratégie du Rassemblement national pour ces municipales de mars prochain. Mais avant cela, voici les autres informations de ce jeudi 30 janvier. 5e cas de coronavirus confirmé en France. Il s'agit de la fille du touriste chinois déjà hospitalisé. Annonce faite hier par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Un avion est en route pour rapatrier les Français présents à Wuhan, le berceau de l'épidémie. Et puis Air France a suspendu ses liaisons sur Wuhan, mais annonce qu'elle est réduite sur Pékin et sur Shanghai, faute de demande. Coup de théâtre, à Biarritz, il n'y aura pas de duel entre ministres. Jean-Baptiste Lemoyne et Didier Guillaume renoncent tous deux à se présenter. Didier Guillaume avait lancé sa campagne comme tête de liste. Jean-Baptiste Lemoyne devait lui figurer sur la liste du maire Modem sortant. Ils renoncent donc tous deux. Et puis à Paris, la République En Marche a tranché. Cédric Villani est exclu du parti. 15 millions, c'est le nombre de Français touchés par la crise du logement. La Fondation Abbé Pierre remet aujourd'hui son rapport sur le mal-logement. Ce 25e rapport se concentre en particulier sur la précarité des personnes isolées. Et on débute donc avec le sénateur du jour, élu des Bouches-du-Rhône, qui siège dans le groupe des non-inscrits mais membre du Rassemblement national. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On précise que vous êtes candidat également à la mairie de Marseille. On va longuement en parler tout à l'heure, mais d'abord l'actualité nationale, cette réforme des retraites. Édouard Philippe qui donne donc cet après-midi le coup d'envoi de la conférence de financement chargée de trouver un système pour équilibrer les retraites. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette conférence de financement? Rien. Le Premier ministre joue la montre, il essaie de nous faire croire qu'il écoute la base. Or, il faut se rappeler que la CFDT, par exemple, un petit peu le syndicat maison, pour préparer cette convention, a fait appel à 2 experts, 2 macronistes. Un qui a même piloté le programme du candidat Macron en 2017 et le second, un soutien d'Emmanuel Macron de toujours. Sur l'équilibre du système, puisque c'est ça le but de cette conférence de financement, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Écoutez, encore une fois, cette réforme n'est pas nécessaire. Le gouvernement nous dit qu'il faut réformer les retraites, le système des retraites, parce que ça serait la faillite, parce qu'il n'y aurait plus d'argent, parce qu'on ne pourrait plus financer. Je conteste, nous contestons au Rassemblement national cette analyse. S'il y a un déséquilibre, il est conjoncturel. C'est le résultat de la période du papy-boom de l'après-guerre, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de retraités, mais je dirais que c'est passager et que dans le temps, ça finira bien par se résorber, et d'autant, en réalité, il y a de l'argent dans les caisses, il y en a. Et cette réforme va coûter en réalité bien plus cher que ce que nous coûte aujourd'hui le système. Comment ça se résorbe? Ça se résorbe même si on ne prend pas de mesures d'âge? Le but, en réalité, c'est de privatiser. Le but d'Emmanuel Macron, c'est de faire plaisir à ses amis et d'être fidèle à son ADN politique, d'En Marche, et de ne plus se rattacher à rien et de privatiser à outrance. C'est de faire des cadeaux à ses amis, de BlackRock et compagnie. C'est ça la réalité, parce que notre système de retraite, il est viable. Et de l'argent, s'il faut financer, il y en a à trouver. Il y en a dans la fraude sociale, d'après
un rapport parlementaire d'une collègue du Sénat, on peut chiffrer cette fraude jusqu'à 45 milliards d'euros. Il y a de la fraude fiscale qui atteint 100 milliards d'euros. Il y a la fraude migratoire, des dizaines de milliards d'euros. Donc de l'argent, si l'on veut en trouver, pour les retraites en particulier, il y en a, mais pas dans la poche. Pour vous, il n'y a pas besoin de toucher le système actuel en matière de retraite? Mais non, il n'y a pas à le faire. Et le Conseil d'État lui-même, on ne peut pas suspecter le Conseil d'État d'être le porte-parole du Rassemblement national, de façon, j'allais dire, très technique, ou sur le plan technique de la réforme, étrie justement cette réforme. Elle a été faite à la va-vite, tellement à la va-vite qu'aujourd'hui encore, elle n'est pas encore ficelée. Comment faire confiance à une réforme dont on ne connaît finalement pas les tenants et les aboutissants, alors, si ce n'est un appauvrissement généralisé? Justement, sur le calendrier, les sénateurs qui dénoncent un calendrier trop rapide, manque de temps pour examiner ce texte. Est-ce que vous aussi, vous demandez la suspension de la procédure accélérée? Nous demandons le retrait. Voilà, le retrait. Donc pas d'examen du tout du texte pour vous? Il y a des institutions dans ce pays. Alors, il y a la nécessité peut-être d'en débattre. Mais quoi que nous puissions obtenir à la fin de ces débats, ce sera toujours une réforme qui sera faite au détriment des Français. Mais le Rassemblement national, et notamment ses députés, puisque le texte arrive d'abord à l'Assemblée, va participer au débat, va débattre, ou il va faire de l'obstruction parlementaire? Non, nous ne sommes pas, nous, dans la même démarche que la France insoumise. Nous sommes des parlementaires responsables et nous aurons à émettre des critiques et des propositions, surtout, et des solutions. C'est-à-dire que vous ne défendez pas le Rassemblement national, les députés du Rassemblement national ne défendront pas la motion de censure déposée par la France insoumise? Ça, nous n'avons pas encore discuté avec Marine Le Pen, mais ce qui est certain, c'est que... Est-ce que vous dites que vous voulez du débat et que ce que propose la France insoumise, ce n'est pas la bonne solution? La décision la plus sage et la plus pertinente, dans l'intérêt de tous, et notamment des retraités ou des futurs retraités, c'est le retrait de cette réforme et que l'on se retrouve autour d'une table pour que des négociations, ou en tout cas une nouvelle réforme soit envisagée, mais pas celle-là. Donc juste pour être clair, pour finir sur ce sujet, le Rassemblement national déposera des amendements de suppression? C'est à Marine Le Pen et aux députés à leur demander, mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura un travail sérieux et pas de l'obstruction. Eh bien, très bien, on suivra tout ça. On va passer à ce qui se passe au Sénat. Le Sénat qui a terminé l'examen de la loi bioéthique. On va en parler avec notre journaliste parlementaire, Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Oriane. Le Sénat qui a donc poursuivi et terminé désormais l'examen de la loi bioéthique. Et hier, les sénateurs, ils se sont penchés sur l'interruption médicale de grossesse. 3 lettres, IMG, à ne pas confondre avec l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. L'IMG, c'est l'interruption médicale de grossesse. L'interruption médicale de grossesse, c'est un avortement qui, comme son nom l'indique, intervient pour des raisons médicales, pour des raisons thérapeutiques. Il y en aurait environ 7000 par an en France, Oriane. C'est beaucoup moins que les IVG. En France, l'IMG est actuellement possible dans 2 cas, lorsque la grossesse fait courir un risque à la mère ou lorsque le fœtus présente un grave handicap, un handicap reconnu comme incurable au moment du diagnostic. Alors, peu importe la date prévue pour l'accouchement, l'avortement peut intervenir parfois très tard, au 8e mois de la grossesse par exemple. Il s'agit donc d'une intervention extrêmement délicate, notamment sur le plan psychologique pour la mère. C'est pour ça que lorsqu'il n'existe pas d'urgence médicale, la loi prévoit aujourd'hui qu'un délai de réflexion d'au moins 1 semaine doit être proposé à la femme qui envisage une IMG. Inutile, malsain, voire sadique pour le gouvernement qui souhaite précisément supprimer ce délai de réflexion. Écoutez Frédéric Vidal à ce sujet. Rajouter un délai induit souvent un sentiment de culpabilité, puisque dans ce processus et cette relation de confiance, le fait que l'on dise à cette femme, bon, à partir de maintenant, et d'ailleurs quand fixer le maintenant, vous avez 7 jours pour bien réfléchir, semble lui dire que jusque-là, elle n'a peut-être pas suffisamment réfléchi. Si, au contraire, il a du sens, ce délai de réflexion, nous disent les opposants à la suppression. Ce délai de réflexion est nécessaire, il est même indispensable pour un acte d'une telle gravité. Il faut contraindre le médecin à proposer un tel délai. C'est notamment la position du sénateur LR Philippe Bas. Écoutez. Ce délai est un délai qui ne retire rien à la confiance qu'on a dans la décision libre et éclairée de chaque personne. Au contraire, ça crée
les conditions d'une décision prise de manière libre et éclairée. Dans cette procédure, la décision, évidemment, elle est irréversible. On ne pourra pas revenir dessus. C'est donc très important que cette réflexion puisse se faire avec sérénité. Et donc, Steve, qu'a décidé le Sénat au final ? Les sénateurs se sont rangés à la position du gouvernement. Les médecins ne seront plus contraints de proposer un délai de réflexion en cas d'IMG, Oriane. Merci beaucoup, Steve. On vous retrouve tout à l'heure. Cette loi bioéthique, le Sénat en a donc terminé désormais l'examen. Le vote est attendu la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous allez voter ? Je serai fidèle, cohérent par rapport à mon premier vote sur l'amendement qui prévoyait la suppression de l'article 1er et donc l'instauration de la PMA. J'avais voté pour cet amendement, c'est-à-dire contre la PMA, et je voterai contre la semaine prochaine cette loi bioéthique. Vous regrettez ce vote du Sénat qui a adopté la PMA pour toutes. Vous y attendiez ? Oui, bien sûr que je m'y attendais, parce qu'avec la droite, malgré le discours musclé du président Retailleau, eh bien manifestement il ne tient pas ses troupes. Les avis divergent. Une vingtaine, je crois, de sénateurs ont voté pour la PMA, une vingtaine s'est abstenue. Cela a été suffisant pour que l'article puisse être voté, et j'ai bien peur que la semaine prochaine il en soit de même sur l'ensemble de la loi. Moi en tout cas je resterai fidèle à cette conception qui veut que un enfant a besoin d'une mère et d'un père, je suis très attaché au droit de l'enfant et pas à l'enfant. Toute notre société repose sur cette base, et je ne cède pas à la modernité ni à la peur d'être ringard, si c'est d'être ringard que d'être attaché à la famille. Allez, lâchons le mot traditionnel. Et pourtant, je suis fier d'être ringard. Pourtant, on a très peu vu les membres du Rassemblement national dans les manifestations anti-PMA pour toutes. Marine Le Pen n'y était pas, notamment. Pourquoi c'est compliqué d'assumer ses positions ? Marine Le Pen, en tant que présidente du mouvement, et surtout celle qui aspire à devenir présidente de tous les Français, s'est toujours exprimée, a toujours fait savoir qu'elle ne souhaitait pas participer à des manifestations de rue. Elle avait fait savoir, par contre, qu'elle laissait à ses élus, à ses militants, ses adhérents, le choix de participer ou pas à ces manifestations. Moi, j'y ai participé, et d'autres au Rassemblement national ont fait de même. Et nous serons cohérents, encore une fois. Je défendrai la famille la semaine prochaine au Sénat. Allez, on va prendre la direction de Marseille, puisqu'on le disait, vous briguez le poste de maire de Marseille. On va retrouver sur place nos partenaires de la Provence. Bonjour Guilhem Ricavi, directeur des rédactions de la Provence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler bien sûr des municipales à Marseille dans quelques instants, mais d'abord un mot sur votre une. Votre une, c'est Agnès Buzyn et Yvon Berland qui ont annoncé des investissements pour les hôpitaux marseillais hier. Alors effectivement, des investissements qui étaient très attendus à Marseille dans le cadre de ce qui s'appelle le Copermo. C'était un plan destiné à sauver, je crois que le mot n'est pas assez fort, les hôpitaux marseillais de la Timone et l'hôpital Nord, qui sont des établissements vétustes, des bâtiments usés par une exploitation intensive. Et effectivement, hier, la ministre de la Santé a annoncé 337 millions dans le cadre de ce plan destiné à rénover ces établissements hospitaliers importants à Marseille. Concrètement, l'État mettra 168 millions d'euros sur la table, auxquels vont s'ajouter 140 millions promis par les institutions locales, la métropole, le département et la région. Et puis une quarantaine de millions d'euros seront apportés dans le cadre de crédits bancaires. Tout simplement, cette somme d'argent était très attendue. L'AP-HM à Marseille, l'hôpital public, est dans une situation de crise avec des bâtiments fatigués, mais également des professionnels de santé qui n'en peuvent plus. Les démissions symboliques administratives de grands chefs de service se sont multipliés ces derniers mois pour témoigner d'un malaise réel au sein de l'hôpital public à Marseille. Stéphane Ravier, vous dites merci au gouvernement sur ce sujet ? Non, je ne dis pas nécessairement merci au gouvernement, parce que 337 millions, cela ressemble à une somme importante, mais je rappelle que les hôpitaux marseillais, ce qu'il en reste, c'est 1 milliard de déficit, ou 1 milliard de dettes et 900 millions de déficit, ou l'un ou l'autre, mais les sommes sont tellement proches. Donc 337 millions, c'est une perfusion nécessaire pour que l'hôpital marseillais ne s'écroule pas, mais cela ne suffira pas. Les
les grèves des urgences se succèdent. Et très concrètement, pourquoi? Parce que il y a des rats, des punaises de lit, on ferme des lits, des chambres parce que ce n'est plus viable. Et les professionnels quittent l'hôpital public parce qu'ils ne peuvent plus y travailler. Ce n'est même pas une question de carrière ou de salaire. Mais l'hôpital marseillais est en lambeaux. Alors 337 millions, c'est bien peu en réalité. C'est toujours bon à prendre quand même. Hein. Allez, on va retourner voir Guilhem. On va parler des municipales. On va notamment parler de votre candidature, Stéphane Ravier. C'est à vous, Guilhem. Oui, effectivement, les municipales, hier, la surprise est venue de Renaud Muselier, le président de la région Sud, qui était un soutien indéfectible de son ami, c'est en tout cas comme ça qu'il qualifie Bruno Gilles à la candidature pour la mairie de Marseille. Et hier, sur l'antenne de France Bleu Provence, eh bien, il a apporté tout son soutien à Martine Vassal, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole. Soutien, j'allais dire surprise, qui a bien sûr fait plaisir à Martine Vassal, mais qui a aussi beaucoup été commenté dans la classe politique hier. Une des raisons de ce changement, Renaud Muselier affirme que c'est par fidélité à sa famille politique qu'il soutient donc Martine Vassal. Il aurait aussi été convaincu par une réunion avec Christian Jacob mardi soir à Paris, lequel Christian Jacob aurait fait planer la menace de sa non-investiture officielle par les Républicains pour les élections régionales. Ça sera l'année prochaine. Voilà, donc ça c'est un point Renaud Muselier, ce qui fait que du coup la situation se clarifie chez les Républicains. Stéphane Ravier, on va plutôt vers une union, c'est pas une bonne nouvelle pour vous ça? Non, enfin moi c'est pas comme ça que je l'entends. Il y a une clarification au sein de l'appareil parisien des Républicains, mais la situation n'est absolument pas éclaircie à Marseille. Bruno Gilles, on doit lui reconnaître ce panache et ce courage, j'allais dire, s'obstine, en tout cas il ne cède pas à la pression parisienne et maintient sa candidature. Je crois qu'on l'a entendu, Renaud Muselier, c'est par intérêt personnel qu'il soutient Martine Vassal. On se souvient qu'il a été élu, non pas triomphalement à la tête de cette région, mais parce que Christophe Castaner s'est retiré entre les deux tours. Et monsieur Muselier a besoin de son appareil politique pour espérer obtenir une investiture, à défaut de pouvoir être réélu. Vous n'avez pas besoin des divisions de la droite aussi pour être élu? Non, moi je ne raisonne pas par rapport aux appareils politiques et aux états-majors. Moi je m'adresse aux Marseillais, je leur tends la main, à tous les Marseillais, quel qu'ait été leur vote jusqu'à présent, quel que soit l'arrondissement dans lequel ils habitent. Je suis dans une démarche de rassemblement des Marseillais et pas d'entente entre appareils politiques parisiens. Allez, question de Guilhem sur votre secteur, le 7e secteur de Marseille, Stéphane Ravier. Oui, effectivement, puisque, bonjour, Stéphane Ravier, dans les 13e et 14e arrondissements que vous connaissez bien, eh bien, la République En Marche n'a pas encore désigné de candidat. Il se dit qu'il réfléchirait, pourquoi pas, à une alliance avec notamment le Printemps marseillais et le Pacte des démocratiques pour vous faire barrage. Est-ce que vous avez le sentiment que ce tout sauf Ravier peut vous être préjudiciable si une alliance venait à être établie face à vous dans ce secteur clé des municipales à Marseille ? Écoutez, la République En Marche se cherche encore un candidat, ce qui prouve bien que ce n'est plus la République En Marche, mais c'est la République En Manque. Pour un parti présidentiel dans la deuxième ville de France, ne pas être capable de trouver un candidat dans le secteur le plus important de la ville, c'est grave quand même et très révélateur, parce que la République En Marche, ça n'existe pas sur les territoires. C'est un mouvement, je dirais, citadin et même pas marseillais. Aucun ancrage, à force d'être en marche, on est rattaché à rien. Alors, ils en appellent à l'union sacrée contre qui? Contre Stéphane Ravier. Mais on ne sait toujours pas pourquoi. Parce que depuis 6 ans, nous avons œuvré dans ces 13e et 14e arrondissements. Nous avons pris des décisions, nous avons même mis en place des solutions pour améliorer la qualité de vie de tous les habitants. Et ça, je note que personne parmi mes adversaires ne le critique. C'est ma bobine qui ne leur revient pas. Alors moi, je veux bien entendre ça, mais derrière ma bobine, derrière Stéphane Ravier, c'est pas ça qui intéresse les habitants des 13e et 14e arrondissements et de l'ensemble de la ville. C'est ce que vont faire la République En Marche, le Printemps
printemps marseillais, ce que vous voulez, par rapport à ce que nous avons fait, nous. Qu'ont-ils à proposer sur la sécurité, la propreté, les transports, notre identité? Rien pour l'instant, rien du tout. Alors que nous avons agi et nous avons des propositions, des solutions. D'ailleurs, je les présenterai ce soir à Marseille. J'ai 100 solutions, moi, pour les Marseillais. Les autres n'ont qu'un seul objectif, dégommer Stéphane Ravier. Je ne crois pas que ça soit la priorité. On ne va pas attendre ce soir, on va essayer d'en parler de vos propositions. On va commencer avec Guilhem, puisque vous axez pas mal votre programme sur l'économie. Et Guilhem a une question là-dessus. Oui, effectivement, souvent sur le Rassemblement national est attendu à Marseille sur des questions de sécurité. En matière d'économie, quelles sont vos propositions phares pour relancer une ville qui est souvent en souffrance ? Oui, elle est en souffrance, oui. Une partie de la France qui est en souffrance. Eh bien, la première des choses, c'est pas une solution, mais en tout cas, il faut savoir un petit peu sur quoi on repose, sur quelle bombe on repose, fiscale et budgétaire. On va procéder à un audit de la situation. Et puis, moi, dès le lendemain de mon élection, je vais réunir les banques, celles à qui nous devons beaucoup, pour tenter d'obtenir d'elles, à partir d'une négociation, eh bien, un report de la dette, un report des intérêts de la dette, parce que nous avons besoin d'oxygène et d'investir dans le quotidien des Marseillais, dans la sécurité, dans les équipements publics, pour redonner confiance aux Marseillais et puis aux investisseurs, parce qu'on ne vient pas dans une ville où l'on est en insécurité fiscale, en plus de l'insécurité physique. J'essaierai de convaincre le gouvernement, parce que quand on est maire de Marseille, justement, on est maire de Marseille, on n'est plus le représentant d'un parti, hein. En tout cas c'est comme ça que je le vois, eh bien qu'il accepte cette solution de redynamiser les noyaux villageois par cette... on a créé à Marseille les ZFU, les zones franches urbaines. Eh bien, moi, je veux des zones franches pour les noyaux villageois. Je veux baisser les impôts, parce que dans cette négociation avec les banques, je leur présenterai un programme. Vous vous engagez à baisser les impôts durant votre mandat si vous êtes élu ? Je ne vais pas demander aux banques de l'argent pour dépenser à tort et à travers. Je vais leur expliquer que si elles m'aident, parce que ça sera une aide, ça sera un partenariat gagnant-gagnant, parce que je vais en faire en sorte de baisser les impôts pour les Marseillais et pour les entreprises, de manière à recréer une dynamique à partir d'une confiance financière. Et puis à terme, eh bien, ça nous permettra de rembourser ce que nous devons, parce qu'il faudra bien le faire un jour. On va continuer à parler de votre programme, Stéphane Ravier, mais on va dire au revoir à Guilhem Rickavi, qui était avec nous en direct depuis Marseille. On va revoir la une de la Provence, Guilhem. Donc ce traitement de choc, c'est le titre que vous avez choisi, 337 millions pour les hôpitaux marseillais. Puis on va dire un mot de la victoire de l'OM quand même, hein, Guilhem, puisque c'est aussi en une de la Provence, l'OM qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France face à Strasbourg. Merci beaucoup, Guilhem. On vous retrouve jeudi prochain. On va continuer à dérouler votre programme. La priorité numéro 1 pour les Marseillais, Stéphane Ravier, c'est la propreté. Oui. C'est ce qu'il ressort d'un sondage de nos confrères de la Provence. Qu'est-ce que vous comptez faire dans ce domaine ? Ce que j'ai fait dans les 13e et 14e arrondissements. Nous avons pris l'initiative de créer une brigade d'intervention de proximité. C'est nos services techniques. L'on a créé donc cette brigade qui vient compléter l'action de la métropole, parce que c'est la métropole qui a en responsabilité la propreté, ou devrais-je dire la saleté, puisque Marseille est considérée comme étant la ville la plus sale de France. Donc on voit bien que le service rendu ne correspond pas aux besoins. Donc je créerai, ou je développerai cette brigade, mais avec plus d'agents, 8 à 10 agents par secteur, ce qui fait 80 agents sur la ville, sur 12 000 agents, c'est pas énorme, hein, avec les moyens nécessaires, l'équipement nécessaire. Je suis certain que le conseil départemental ou la métropole nous aidera à financer tout ça, pour que Marseille puisse enfin être propre, qu'elle puisse briller. Mais il y aura aussi une information. À Marseille, nous avons beaucoup de centres d'animation pour les enfants sur la ville. Eh bien, je demanderai aux agents de sensibiliser les enfants pour qu'à leur tour, ils sensibilisent les adultes. Et puis, à la fin de la chaîne, donc, une action, cette brigade. Et puis, à la fin de la chaîne, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, parmi les Marseillais, qui continueraient à jeter leurs poubelles n'importe où, n'importe quand, eh bien, il y aura la sanction. La police de la propreté sera augmentée et déployée sur l'ensemble de la ville. Voilà, il y aura, donc c'est une action cohérente et complète. Juste sur l'autre sujet qui préoccupe bien évidemment les Marseillais, c'est le logement, particulièrement le logement insalubre. Là-dessus, vous faites quoi ? Quand même une priorité avant celle-là, c'est la sécurité. La sécurité, sans sécurité, ne saurait y avoir de liberté individuelle et économique. Il faut rétablir
la confiance. On ne vient pas s'installer dans une ville, on ne vient pas s'installer dans un quartier où il y a des logements sociaux disponibles lorsqu'il y a au pied de l'immeuble du trafic de drogue, où on tire à la Kalachnikov en plein jour, y compris sur les policiers, où les agressions crapuleuses que l'on nomme la petite délinquance, eh bien, sont de plus en plus violentes. Et comment vous luttez contre ça? Eh bien, on développe sa police municipale, 450 agents aujourd'hui à Marseille, c'est très peu. Vous en voulez combien? J'en embaucherai, j'en emploierai, j'en recruterai 200 la première année, puisqu'il y a quand même un peu d'argent. Quand on étudie le budget, on se rend compte qu'il y a 50 millions d'euros qui ne sont pas utilisés. C'est la double peine pour les Marseillais. On leur prend de l'argent et on ne l'utilise pas. Donc on peut financer très vite 200 policiers municipaux qu'on déploie sur l'ensemble de la ville avec une mission de sécurisation, en travaillant en partenariat bien sûr avec la police nationale. Et on rétablit cette première des libertés qu'est la sécurité pour tous, y compris bien sûr dans les cités. Parce que moi je tends la main aux mères de famille qui sont dans ces cités dont les enfants basculent dans le trafic de drogue. Bien sûr que la sécurité sera établie pour tous et cela permettra aux Marseillais qui sont en attente de logement d'en obtenir dans ces cités et ailleurs. Moi, je suis quand même pour une volonté de ne plus bétonner cette ville, parce que j'entends mes adversaires vouloir planter un arbre. Madame Vassal veut planter un arbre à chaque naissance. Qu'elle commence par ne plus en couper et en bétonnant cette ville. Non, moi je dis arrêt à la bétonisation, et je demande aux professionnels du BTP de se recentrer en priorité vers la rénovation. Il y a 40 000 logements à Marseille dans un état d'insalubrité. Il y a du travail là. Donc la rénovation. On va passer à votre revue de presse parce que le temps file avec Steve Jourdain. Une de la presse à Marseille, Steve, le trafic qui ne s'arrange pas à Marseille. Ça ne s'arrange vraiment pas, c'est la Provence qui le dit. Marseille est toujours la ville la plus embouteillée de France. Le classement a été réalisé grâce aux données du GPS TomTom. L'indice reflète la différence du temps de trajet enregistré en moyenne par rapport à la durée prévue dans des conditions fluides, dans des conditions normales. Marseille, deuxième ville la plus embouteillée de France, donc juste derrière Paris, Oriane. Allez, on va parler d'un autre trafic, le trafic maritime. Et cette fois, ça s'arrange puisque les grévistes de la Méridionale ont voté la reprise du travail. Déblocage partiel des navires entre la Corse et le continent, titre 20 minutes. Alors, depuis le 10 janvier, les grévistes de la compagnie La Méridionale bloquent 2 de leurs bateaux et 3 d'une autre compagnie. Explication, ils souhaitaient faire pression sur leur direction alors qu'un futur appel d'offres pour la desserte de la Corse orienne au départ de Marseille va être lancé. Ces marins s'inquiétaient, ils craignaient d'être laissés à l'écart. Il y a finalement eu accord entre la Méridionale et sa concurrente Corsica Linea. Certains navires devraient donc pouvoir bientôt reprendre la mer, Oriane. Et on termine avec Marseille qui deviendra bientôt une ville verte. En 2035, 100% des bus seront électriques selon Made in Marseille. En plus des quelques 80 nouveaux bus hybrides, l'opérateur des transports en commun de la ville a déjà présenté 15 bus électriques qui seront mis en service cette année, montant de l'opération 34 millions d'euros quand même. En 2016, rappelez-vous, Marseille faisait déjà figure de pionnière puisqu'elle inaugurait la toute première ligne de bus électriques de France. Objectif donc désormais, le 100% électrique d'ici 15 ans. Vous avez la fibre verte, Stéphane Ravier ? Ah ben nécessairement, nécessairement. Moi j'habite Marseille, dans les quartiers nord, donc je suis bien placé pour savoir que l'on étouffe, qu'on respire mal à Marseille. L'espérance de vie est moindre de 8 mois en raison de la pollution. Et ça c'est un des éléments du bilan de l'équipe Gaudin, notre illustre vice-président honoraire, car il n'a pas agi durant ses 25 années à la tête de la ville tout seul. Il a agi avec le soutien de Martine Vassal, par exemple, et de Bruno Gilles, qui n'ont jamais rien contesté, qui ont toujours tout soutenu, et le bilan, c'est celui-là. Donc bien sûr que nous sommes concernés par une volonté de faire respirer les Marseillais. Dernière question très rapide, oui ou non, est-ce que si vous êtes élu maire de votre secteur le 22 mars prochain, vous quittez le Sénat? Moi, je me présente pour être le maire de Marseille. C'est Madame Dangiot. Qui répond pas à ma question. C'est Madame Dangiot qui était ma première adjointe aux écoles, et là aussi nous avons alerté l'équipe Gaudin-Vassal sur l'état de nos écoles, et ils nous ont toujours méprisés, ignorés. Vous ne quittez le Sénat que si vous êtes élu maire de Marseille? Si je suis élu maire de Marseille, c'est l'élection de ma vie. Et je devrais m'y impliquer, bien sûr. La loi m'y oblige de toute façon, mais le choix, oui, est déjà fait. Mais pas pour votre secteur. C'est la priorité, c'est Marseille. Mais pas pour votre secteur. Madame Dangiot assume ce poste avec l'ensemble de ses adjoints avec brio.
Merci beaucoup. Merci à vous. Stéphane Ravier d'avoir été avec nous. On va regarder, puisque vous êtes candidat à la mairie de Marseille, on va, avant de se quitter, regarder la liste des autres candidats à la mairie de Marseille. Elle s'affiche sur votre écran. Et puis, dans 2 minutes, on va recevoir Guillaume Larrivé. C'est notre invité politique, Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon. Avant de l'entendre, on va regarder un extrait des questions d'actualité au Sénat. C'est la réforme des retraites qui a animé les débats hier. On va regarder cet échange entre le président du groupe centriste, Hervé Marseille, et le Premier ministre, Édouard Philippe. La question est simple. D'abord, est-ce que vous maintenez le calendrier tel qu'il a été prévu, ou est-ce que vous reprenez à nouveau la main et vous complétez le dossier à la suite des observations faites par le Conseil d'État? Et puis ici au Sénat, hier, la conférence des présidents, à la quasi-unanimité, a souhaité que soit abandonnée la procédure d'urgence pour laisser un peu de temps au travail parlementaire et faire en sorte qu'on puisse avoir un débat au fond sur un sujet déterminant. Donc, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes déterminé à maintenir la procédure d'urgence ou est-ce que vous l'abandonnez? Nous allons tenir le calendrier que nous nous sommes fixé, Monsieur le Président Marseille. Et le calendrier que nous avons fixé, c'est effectivement la présentation d'un projet de loi en Conseil des ministres, c'était vendredi dernier, et l'examen par l'Assemblée nationale puis par le Sénat au cours du premier semestre de ce texte, de façon à ce que nous puissions espérer, je ne veux pas préjuger de l'issue du débat parlementaire, mais c'est en tout cas l'objectif que nous nous fixons, une adoption du texte avant l'interruption estivale. Si je devais répondre à votre question, c'est nous allons rester sur le calendrier que nous avons proposé. Oui, je dois le dire, et je ne m'en excuse pas, car je pense que le débat, et c'est ce à quoi je voudrais arriver, car je pense que le débat sera intense. Je n'ai pas peur du débat parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ceux qui disent que ce débat devrait prendre la forme d'un champ de braise ne disent pas quelque chose auquel je crois. Un peu moins de 70 articles, avec un long débat à l'Assemblée nationale et un long débat au Sénat, dans une procédure accélérée, c'est vrai, qui a, et vous le savez parfaitement, Monsieur le Président Marseille, toujours été retenue s'agissant des réformes des retraites. Toujours. Toujours. Pourquoi? Parce que nous savons bien que le débat peut être intense, mais qu'à un moment, il faut adopter la loi. Et donc, nous proposons un débat complet, il sera passionné, et je crois même qu'il sera passionnant. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il permettra d'élaborer un texte encore meilleur que celui que nous soumettons au Parlement, car c'est à ça que sert l'examen parlementaire. Mais je veux être clair, Monsieur le Président Marseille. Nous allons créer ce système universel de retraite, et nous allons soumettre, dans le calendrier qui est imparti, pour une adoption avant l'été, ce texte au Parlement français. Notre invité politique ce matin, c'est Guillaume Larrivé. Bonjour. Merci d'être avec nous, député Les Républicains de Lyon. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane. Monsieur Larrivé, bonjour. On va commencer bien sûr par la réforme des retraites. Guillaume Larrivé, Édouard Philippe, qui lancera cet après-midi la conférence d'équilibre et de financement des retraites. Est-ce que pour vous, les mesures d'âge sont indispensables? Assurément oui. Ce que je veux vous dire surtout ce matin, c'est que j'aurais voulu pouvoir voter une réforme sauvegardant le système des retraites, sauvegardant le niveau des pensions des Français. J'aurais vraiment voulu pouvoir voter cela. Le problème, qui est un problème absolument majeur, c'est qu'on est aujourd'hui saisis, nous les députés, d'un projet de loi qui est ni fait ni à faire. C'est une vraie fausse réforme. On va revenir sur ce qui se passe au Parlement, sur ces mesures d'âge. Oriane Mancini, on parle quand même des retraites des Français, c'est-à-dire de quelque chose qui concerne 14% du produit intérieur brut. Et on nous dit, débattez, votez tranquillement, mais toutes les questions de financement, on verra ça plus tard. Il y a une conférence de financement avec des syndicats qui vont causer de tout ça. Et l'Assemblée nationale, on vous en parlera plus tard. Il y a un problème institutionnel, mais il y a surtout un problème de fond. Comment voulez-vous que le Parlement vote une réforme des retraites sans avoir le début d'une esquisse de commencement de projet pour savoir comment on finance tout ça? C'est pas sérieux. Et elle n'aurait pas dû avoir lieu, cette conférence de financement, pour vous? C'était au Parlement de trancher tout ça, pas aux partenaires sociaux? Le vrai sujet, c'est que une vraie réforme des retraites, elle doit nécessairement être
financer. Autrement, ça n'est pas sérieux. Mais c'est ce qui va être le cas. La conférence de financement doit décider des mesures de rééquilibrage du système. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Lécuyer? Vous savez pas. On peut comme donner gage aux partenaires sociaux de trouver des solutions, a priori. Moi, précisément, je pense que chacun doit jouer son rôle. Le Parlement vote la loi. On a été élu pour ça. Voter la loi sur les retraites sans savoir comment on finance, en renvoyant ça à plus tard, c'est juste pas responsable. Moi, je ne sais pas si la conférence de financement qui va s'ouvrir aujourd'hui va proposer, par exemple, d'augmenter les cotisations. Il y a certains syndicats qui disent ça. Moi, je veux pas qu'on augmente les prélèvements sur les entreprises et sur les salariés. Ok, admettons qu'il ferme la porte. Alors, c'est quoi l'autre solution? C'est de diminuer les pensions? Ah ben non, j'espère qu'on ne va pas quand même... Il a aussi fermé la porte. D'accord, alors dans ce cas, si ce n'est pas une augmentation des cotisations et si ce n'est pas une baisse des pensions, c'est d'une manière ou d'une autre une augmentation de la durée de cotisation, un report de l'âge. Mais alors là aussi, comme ce gouvernement avance en crabe, il nous dit ah ben non, c'est pas vraiment ça, puisque dans le texte dont on est saisi, il n'y a plus de mesure d'âge en réalité. Donc vous voyez bien, comme on dirait en mathématiques, tout ça c'est un ensemble vide. Bienvenue en absurdie. La vérité, c'est quoi? C'est qu'en 2017, au moment de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'est entiché d'une sorte de lubie technocratique qui était le système universel à points. Voilà, il avait plus ou moins improvisé ça. Parmi les multiples improvisations de sa campagne, il y avait cette improvisation. C'est une lubie qui est expérimentée dans la plupart des pays européens, qui est une lubie qui sert à agir carco à l'heure actuelle, le système à points. Est-ce que c'est véritablement une absurdité? Je ne dis pas que c'est en soi nécessairement une absurdité, je dis que dans la France d'aujourd'hui, dans la manière dont tout ça a été construit, ils s'en tigent de ce truc en disant qu'il faut faire un système à points. Ensuite, pendant 2 ans et demi, il se passe quoi? Il se passe une espèce de vague discussion qui aboutissent à rien, dirigée par quelqu'un de parfaitement incompétent, manifestement, qui était M. Delevoye. Et puis, tout ça aboutit à une espèce de brouillon invraisemblable. Incompétent, vous dites, Jean-Paul Delevoye. Je pense que ça n'a pas été merveilleusement préparé. Et j'en veux pour preuve quand même, cette semaine, cet avis du Conseil d'État qui a été rendu. Il se trouve que je connais un peu le Conseil d'État, j'en étais membre quand j'étais plus jeune. De mémoire de membres du Conseil d'État, jamais le Conseil n'avait rendu un avis sur un projet de loi aussi sévère en disant on ne peut pas garantir la sécurité juridique, l'étude d'impact est creuse, les questions de financement ne sont pas là, il y a 29 ordonnances, c'est-à-dire c'est un texte à trous. Voilà. Je ne suis pas du tout dans une posture politicienne, encore une fois. Il m'est arrivé de voter des trucs proposés par Emmanuel Macron et Édouard Philippe au début du quinquennat. J'ai voté les ordonnances sur le travail, j'ai même voté la réforme de la SNCF. Je ne suis pas une espèce de bourrin qui refuserait absolument tout. Je ne suis pas du tout dans une posture. Mais sincèrement, pour l'intérêt général, je ne peux pas regarder les Français de ma circonscription en Bourgogne en leur disant que je vais approuver un truc dont on ne connaît pas les modalités de financement, qui va d'ailleurs détruire aussi un certain nombre de régimes autonomes qui étaient parfaitement équilibrés, je pense aux avocats ou à d'autres professions. Enfin bref, tout ça n'est pas sérieux. Et tout ça, c'est pas sérieux parce qu'au fond, Emmanuel Macron veut un trophée, il veut brandir un trophée, il veut absolument cocher la case de sa vraie fausse réforme, même si elle n'est pas conforme à l'intérêt des Français. Alors du coup, on comprend bien votre énervement, hein, je dirais. Qu'est-ce que vous allez faire? Le texte va arriver en séance le 17 février. Vous êtes député. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez participer au débat? Vous allez faire de l'obstruction parlementaire? On va utiliser les moyens démocratiques qui sont les nôtres, tant que l'Assemblée nationale existe. Mais ils sont nombreux les moyens démocratiques. Même si pour Emmanuel Macron, il est certain que l'Assemblée nationale, n'est pas l'institution la plus respectée. Voilà. Je ne suis pas du tout énervé d'ailleurs, mais je suis passionné parce que je suis un peu révolté quand même, c'est vrai. Je suis un peu révolté. Il y a tellement de grands sujets pour les Français. On est dans un monde qui bascule, dont le capitalisme bascule vers l'Asie, le Pacifique. On est dans le monde de l'irruption de l'intelligence artificielle et de ses imbrications avec le vivant. On est dans le monde du chaos migratoire. On est dans le monde de la conquête islamiste. On est dans le monde du réarmement des puissances autoritaires. Il y a des sujets immenses pour la France et au lieu de s'occuper vraiment de ces sujets immenses, on se paye une espèce de crise de nerfs avec beaucoup de violence sociale, d'énervement, presque une sorte de dépression collective depuis bientôt 18 mois. Il y a eu d'abord la crise des Gilets jaunes, puis le mouvement social, et pendant ce temps-là, la France avance en marche arrière. On commence la décennie 2020 en marche arrière. La France officielle, le gouvernement français, fait prendre du retard à la France. Et ça, c'est vrai, ça me révolte, comme citoyen et comme député. Et Monsieur Larrivé, vous dénoncez en effet la méthode du gouvernement, vous dénoncez à la fois le fond et la forme. Est-ce que cette réforme, malgré tout, elle n'était pas nécessaire, justifiée,
est-ce qu'on peut la qualifier aussi de responsable avec l'idée d'une règle d'or qui la maintienne à l'équilibre? Est-ce que finalement, vous ne jugez pas qu'elle était dans la droite ligne de ce qu'aurait pu faire la droite? Mais ce n'est pas d'avoir mon sujet de se demander ce qu'aurait pu faire la droite, pas la droite. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on dise la vérité aux Français. On a à peu près le même âge, je pense, une quarantaine d'années. Oriane Mancini est beaucoup plus jeune que nous. Pas ce que beaucoup. je veux dire par là, c'est que notre espérance de vie en bonne santé est probablement, il y a toujours des exceptions hélas, mais notre espérance de vie en bonne santé est probablement plus élevée que celle de nos parents, assurément plus élevée que celle de nos grands-parents, et probablement les générations qui suivent auront elles aussi une espérance de vie encore plus élevée que la nôtre. Bon. À partir de là, pardon, mais c'est quand même pas compliqué d'assumer l'idée de travailler globalement plus longtemps. Voilà. Moi, j'aurais voté une réforme, Oriane Mancini, j'aurais voulu voter une réforme qui assume l'idée de reporter progressivement l'âge du départ en retraite, premièrement, et deuxièmement, mais pas du tout. Enfin, pardonnez-moi. Bien sûr, avec l'âge d'équilibre qui doit se décaler en fonction de l'espérance de vie. Mais monsieur c'est exactement ce que vous décrivez. Monsieur Lecuyer, sauf si on n'a pas lu le même texte, je crois que le fameux âge pivot qui figurait dans une des versions du projet gouvernemental en a été retiré, paraît-il provisoirement. Mais enfin bon. Mais en tout cas, non, pour sa partie paramétrique, mais pas pour sa partie systémique. Mais attendez, ce que je voudrais, c'est que maintenant, qu'on arrête d'être enfumé en réalité par ces allers-retours. Il y a eu des modifications des systèmes de retraite sous M. Balladur en 93, en 2003, en 2010. Bon, il y a eu des évolutions qui étaient des évolutions assez claires qui consistent à dire on travaille un peu plus longtemps, d'une part, et d'autre part, quand il y a des métiers pénibles, eh bien, on prend en compte cela. Voilà, moi je suis favorable à cela. On reporte l'âge de départ à la retraite en fonction de l'espérance de vie en bonne santé, d'une part, et d'autre part, lorsqu'il y a des activités qui sont vraiment pénibles, qui sont usantes, eh bien, il y a des espèces de bonifications qui permettent de partir plus tôt. Ça aurait du sens. Et ça n'est pas le texte, pardon, vous n'allez pas... Non, mais si la conférence de financement ne trouve pas d'accord, Édouard Philippe a dit qu'il reprenait la main sur l'équilibre, en introduisant certainement l'âge d'équilibre, là, vous votez le texte ? Mais je ne fais pas de politique fiction. Je suis aujourd'hui député saisi d'un projet de loi. Il est devant l'Assemblée nationale. Il y a une commission spéciale qui a commencé cette semaine qui ne dit pas ce que vous dites. Voilà. Donc je ne veux pas me placer dans des configurations complètement hypothétiques. Voilà. Et par ailleurs, j'ai un problème, mais je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, avec ce que j'appelle cette lubie du système à points, parce que je pense que le monde réel, il est plus compliqué que les lubies technocratiques. Voilà. Il y a des situations qui sont différentes. Quand vous êtes infirmier, c'est pas exactement la même chose que lorsque vous êtes agriculteur ou lorsque vous êtes avocat. Il y a des professions, il y a des corporations qui se sont organisées, qui sont parfaitement en équilibre. On se demande pourquoi on va aller détruire leurs trucs et au passage d'ailleurs en leur prélevant leur Dernière question sur ce thème, parce qu'on a d'autres sujets à aborder avec vous. J'ai pas bien compris quelle va être l'attitude des députés les Républicains pendant les débats. Vous dites on a plusieurs objets démocratiques. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il va déposer une motion de censure. Est-ce que vous allez la soutenir ? Non, moi je ne suis pas un allié de la France insoumise. Hein. Ça ne vous a pas complètement échappé. Je ne voterai pas les motions de censure de Jean-Luc Mélenchon ou de l'extrême gauche. J'ai une motion référendaire. J'ai pas la même. Non, mais attendez. La réponse est simple. Je ne ferai pas front commun avec la France insoumise sur ce sujet. Je ne suis pas un allié ni de M. Mélenchon ni de M. Martinez, le leader de la CGT. Donc vous ne ferez pas d'obstruction parlementaire. Le débat se déroulera comme sur n'importe quel autre texte pour les députés républicains. On fera notre job. Il y aura de la part de mes collègues des amendements, des propositions. Ça a commencé. Notamment, on a la chance d'avoir dans nos rangs quelqu'un de tout à fait éminent que vous connaissez bien, qui est Éric Woerth, qui connaît parfaitement ces questions et qui a mené une réforme des retraites en 2010. Bien sûr, une réforme qui était courageuse. Allez, on va passer à un autre sujet. On va parler des chiffres de l'immigration. Alors oui, autre vaste sujet. C'est vrai que les derniers chiffres donnés par le ministère ont acté le fait qu'il y avait une augmentation assez notable des titres de séjour, un nombre record de demandes d'asile. Je voulais savoir si, selon vous, la politique asile et immigration du gouvernement, les grands thèmes qui avaient été lancés à l'automne dernier, finalement, est-ce que c'est de la poudre aux yeux, selon vous ? Je pense que Emmanuel Macron, je le dis très sérieusement, est un président de la République immigrationniste. Voilà. En 2019, aucun gouvernement, avant celui d'Emmanuel Macron, n'avait délivré autant de cartes
de séjour et de visa à des ressortissants étrangers. Vous l'avez dit vous-même, 276 000 cartes de séjour. C'est un record absolu. Est-ce que c'est dans l'intérêt national? Je crois qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Moi, j'ai proposé, je suis monté à la tribune de l'Assemblée au mois de septembre pour ça, j'ai proposé une rupture juridique, politique, très forte, avec, au fond, 25 ans de politique publique en la matière. On va juste préciser, vous avez proposé à l'époque un Big Bang juridique national avec adoption par référendum d'une charte constitutionnelle sur l'entrée et le séjour d'étrangers en France. Absolument, absolument. Je suis très novateur et très disruptif à cet égard. Je pense, en 2 mots, qu'il faut que la France reprenne le contrôle. Voilà. Alors, il y a aussi un autre chiffre, c'est les expulsions d'étrangers. Oriane Mancini, on ne doit pas s'excuser de décider qui entre sur le territoire national. Avoir des frontières, savoir qui entre, ça permet aussi d'accueillir raisonnablement, exactement comme dans une famille. Bon, voilà. Là, il y a un autre chiffre, Guillaume Larrivé, parce qu'on parle de l'augmentation des titres de séjour, mais il y a aussi les expulsions d'étrangers en situation irrégulière qui ont augmenté de 19% avec quasiment 24 000 éloignements. Oui, alors c'est pas malheureusement exactement ça, parce que quand vous regardez de près tout ça, vous avez eu, le chiffre que vous donnez est exact, mais il additionne des choses très différentes. Vous avez eu l'année dernière 9 000 retours forcés, comme on dit. En langage courant, on appelle ça des expulsions. 9 000. Vous avez parallèlement, et ça le ministère de l'Intérieur ne donne pas, le chiffre que je vais vous révéler, il y a probablement 1,5 million de clandestins en France. 500 000. J'avais fait un rapport parlementaire il y a quelques semaines, il y a quelques mois, qui donnait ces indications. Donc, voyez, et ça, c'est un chiffre qui est issu du travail de votre rapport parlementaire? Oui, et d'un certain nombre d'études. Ce demi-million? Oui. Au minimum 350 000, disait le directeur central de la police aux frontières dans ce rapport parlementaire, mais il y a des flux de clandestins chaque année. L'année dernière, vous avez 100 000 déboutés du droit d'asile. Bon, les déboutés, c'est-à-dire des personnes qui vont devenir des clandestins. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez d'un côté 9 000 retours forcés, mais vous avez 1,5 million de clandestins. Vous voyez bien que tout ça n'est pas maîtrisé. Pourquoi c'est pas maîtrisé? Parce qu'il y a un carcan juridique invraisemblable. Les préfets, les agents de la police aux frontières, ils font leur travail, ils font ce qu'ils peuvent. Je ne suis pas du tout en train de dire que l'administration ne travaille pas, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ils ont des tas d'injonctions contradictoires. Ils sont paralysés. Gulliver est enchaîné, si j'ose dire, par la contrainte juridique constitutionnelle et conventionnelle. Et donc ça, c'est vraiment un de mes combats majeurs. Je pense que pour reprendre le contrôle du destin national, il faut qu'on fasse ce Big Bang juridique. Et c'est une différence absolument majeure. C'est l'une des raisons majeures pour lesquelles je suis un opposant résolu au macronisme. Je considère que ce sujet n'est absolument pas traité, alors que c'est un sujet d'intérêt vital pour la France et pour les Français. On va parler d'un autre sujet, Julien. Alors, un autre sujet, j'aimerais pas qu'on en fasse des liens, mais il y a l'affaire Mila a défrayé la chronique récemment. C'est l'histoire de cette jeune fille qui, sur les réseaux sociaux, a été menacée de mort, a dû être déscolarisée après qu'elle ait eu des propos assez polémiques sur l'islam. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a également fait polémique en réagissant à cette affaire et en dénonçant l'insulte à la religion, en mêlant un petit peu le blasphème, dans des termes juridiques un peu imprécis. Vous, est-ce que vous considérez qu'il est possible encore, à l'heure actuelle, d'avoir des propos sur l'islam sans être en difficulté, sans se voir Écoutez, on va se parler directement. Accusé de blasphème? Il y a une espèce de chape de plomb, de tendance à la censure qui est absolument inquiétante dans notre pays aujourd'hui. La garde des Sceaux, Madame Belloubet, est une dame de qualité. Je ne vais pas du tout entretenir de polémique personnelle à son égard, mais ce qu'elle a dit cette semaine est juste complètement hallucinant. Elle a dit exactement le contraire de ce qu'un garde des Sceaux aurait dû dire. En droit français, le blasphème, il n'est pas interdit. On a le droit de critiquer de manière extrêmement vive, même de manière impolie, une religion. On a le droit de critiquer, même de manière impolie, la religion musulmane. Cette jeune femme, Mila, a exercé complètement son droit à la liberté d'expression. Et moi, je ne voudrais pas
que cette chape de plomb de la censure ait pour effet de cadenasser le débat public et d'interdire toute expression critique de la religion musulmane, même si les mots de Mila étaient des mots probablement perçus comme durs. Mais voilà, on a le droit en France, depuis le 19e siècle, il y a un droit au blasphème. Pardon de le dire de manière aussi directe, mais je le dis ici au Sénat, une des institutions de la République française, c'est la liberté. L'égalité, la fraternité, mais la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'opinion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il faudrait se soumettre en réalité à des injonctions qui nous interdiraient, aux citoyens et aux citoyennes de s'exprimer librement. Vous parlez beaucoup de la soumission, Monsieur Larrivé. D'ailleurs, oui. Ça me permet de revenir sur... J'ai même fait un livre là-dessus, en 2017, qui s'appelait Insoumission. Exactement, comme une réponse à Houellebecq. Vous parlez de soumission houellebeckienne qui vous taraude, cette soumission. Oui. Vous pensez véritablement que la France est en train de se soumettre à un certain prosélytisme religieux, par exemple ? Il faut être extrêmement vigilant. La déclaration de la garde des Sceaux a participé de cette ambiance de soumission houellebeckienne. Vous avez raison de reprendre ce mot que j'ai employé. Et moi, je suis pour l'insoumission au sens houellebecquien, c'est-à-dire je suis pour l'affirmation de la liberté de la nation. Je suis pour l'affirmation du droit des Françaises et des Français à continuer à s'exprimer, à penser. Écoutez, je suis député de Lyon. Il y a bien longtemps, le député de Lyon, à la fin du XIXe siècle, c'était Paul Bert. Paul Bert était un des héros de la laïcité au XIXe siècle. Bon. En 2020, je n'ai pas envie que la parole publique et que la parole aussi individuelle des Françaises et des Français soit soumise à une espèce d'approbation par des instances islamiques. Les propos de M. Abdellah Zekri, qui est l'un des responsables d'une association qu'on appelle le CFCM, à l'égard de la jeune Mila, ces propos ont été des propos absolument honteux. Il nous reste très peu de temps, Guillaume Larrivé, un mot sur les municipales. Est-ce que pour les Républicains, les municipales, c'est survivre ou disparaître ? Les municipales, j'espère naturellement que dans un grand nombre de villes et de villages, nos amis qui font des vraies campagnes courageuses, énergiques, vont gagner. Ce que je veux dire quand même, on aura l'occasion de développer un peu en guise d'avertissement, c'est que gagner les municipales, c'est évidemment nécessaire, mais ça ne veut pas dire automatiquement que ça permet de préparer 2022. Je ne veux pas aller trop loin dans le paradoxe, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est grand temps, dans quelques semaines, de vraiment s'organiser pour la suite. Parce que notre devoir... Il est grand temps, ça veut dire que votre parti ne s'organise pas encore ? Notre devoir, c'est de bâtir une grande alternance au macronisme. Et pour ça, on devra rassembler une majorité de Français qui aiment la France. Et pour ça, il va falloir qu'on dialogue très largement. C'est pour ça notamment que j'enclenche à l'Assemblée nationale un cycle que j'appelle le cycle des rendez-vous pour la France, pour que des personnes qui éclairent l'opinion publique viennent débattre avec nous. Je recevrai le 10 février à l'Assemblée, par exemple, Jérôme Sainte-Marie, qui a fait un livre formidable qui s'appelle Bloc contre Bloc, la dynamique du macronisme. Ce que je veux dire, c'est que juste après... Ce que vous voulez dire, c'est que votre parti ne prend pas cette direction pour le moment ? Ce que je veux dire, c'est que juste après les municipales, peut-être que vous me réinviterez, il sera temps d'enclencher la vitesse supérieure pour bâtir cette grande alternance au macronisme. Moi, je veux vraiment qu'on soit obsédé par cette échéance, parce que c'est l'intérêt de notre pays de se sortir de cette triste période macroniste qui aura beaucoup affaibli la France, beaucoup divisé les Français. Moi, je veux qu'on porte un projet de réconciliation nationale et qu'on soit hyper actif, hyper engagé pour vraiment tourner la page du macronisme et le faire assez vite. Dernière question de Julien. Monsieur Larrivé, on sent quand même qu'il y a une volonté pour vous de régénérer les Républicains. On vous a senti très absent ces derniers temps. Volontairement, mais pour préparer quoi ? J'ai fait 3 mois de diète médiatique, non pas que je boudais, j'adore parler aux journalistes, je suis très honoré et très heureux d'être là, mais j'ai voulu pendant 3 mois être vraiment d'abord à l'écoute du terrain, prendre le temps aussi de lire des bouquins, de voir des gens, je continue à le faire, et de manière très libre, parce que j'ai aucun poste opérationnel au sein de l'actuelle direction des Républicains, j'avais été candidat à la présidence, je suis toujours membre des Républicains bien sûr, mais je ne suis pas un adjoint de Christian Jacob, contrairement à d'autres qui ont fait ce choix. J'ai envie, oui, d'apporter librement ma pierre à la construction de cette grande alternance au macronisme en essayant, avec d'autres, de rassembler tous les Français qui aiment la France. Et voilà. Et c'est ça le challenge. Il faut qu'on arrive en 2022 à avoir 50, quelque chose. Et je rappelle une chose, il y a un peu moins de 60 000 adhérents LR aujourd'hui, il y a 47 millions d'électeurs. Il faut vraiment qu'on parle largement, qu'on regarde largement, qu'on dialogue largement et qu'on ne soit pas enfermé dans des murs partisans.
Allez, on aura l'occasion de vous réinviter après les municipales pour parler de tout ça. Merci Guillaume Larrivé d'avoir été avec nous ce matin. Merci Julien. Et on passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indes radios. Aujourd'hui, nous parlerons bien sûr des municipales avec une question. Quel bilan peut-on faire de la gestion des villes Rassemblement national. En 2014, il remportait plus d'une dizaine de villes. Il compte bien les garder. Nous verrons comment. Quelle est la stratégie de Marine Le Pen pour ces municipales? Est-elle en mesure de remporter plus de villes ou bien ces élections ne sont pour elle qu'un moyen d'installer son duel avec Emmanuel Macron en vue de 2022? On va en débattre. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région, consacré bien sûr aux municipales. Et justement, Quentin Calmet et Fabien Recker se sont rendus à Fréjus, ville gérée par le Rassemblement national depuis 2014. Quel est le bilan de David Racheline, le maire actuel? Comment ses opposants font campagne? On regarde ça. Avec 52 000 habitants, Fréjus est la plus grande ville détenue par un maire du Rassemblement national. Face à David Racheline, les opposants tentent de s'organiser pour partir le moins possible en ordre dispersé. Monsieur, bonjour pour les élections municipales. Bonjour. Madame, ça va? Bonjour. Ça va, Madame Blanc, vous allez bien? Enfin. Madame Blanc, Madame Frage. Oui. Bonjour Laurence Frage, vous êtes candidate ici à l'élection municipale pour Fréjus. Pour quel parti politique? Je suis investie par mon parti politique Les Républicains et je suis soutenue par le MoDem, l'UDI et La République En Marche. L'idée c'est de faire un front républicain pour faire battre David Racheline en mars prochain. Nous n'avons pas constitué un front républicain, nous avons simplement rassemblé la grande famille de la droite et du centre qui avait été désunie lors de l'élection de 2014 et nous avons fait un travail de rassemblement de cette famille. Quel est le bilan que vous tirez du mandat de M. Racheline? De l'amateurisme au quotidien, de l'amateurisme, des projets qui n'ont pas abouti, des immeubles qui sont sortis de terre sans aucune conception, sans aucune idée de ce que deviendra la vie des Fréjusiens dans la ville de Fréjus. Bonjour David Racheline, on voit cette tentative de vos opposants de créer un front tout sauf Racheline. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces coalitions? Que c'est assez pauvre en termes d'argumentaire, en termes de projet pour la ville. J'entends bien que ceux qui s'opposent et que ceux qui veulent être à ma place me combattent. Mais faut-il pour cela avoir un certain nombre d'arguments véritables? Faut-il pour cela avoir une véritable critique à émettre de la politique que j'ai menée pendant 6 ans et éventuellement des propositions que je formule aujourd'hui? Parfois, on nous fait une critique qui est celle de la non-compétence. Et non seulement on a montré qu'on était capable de gérer des collectivités, mais encore, je crois que nous les gérons même mieux que les autres. Donc c'est important, oui, à démontrer. Il y a 86 millions d'euros qui ont été consacrés au remboursement de la dette, qui est considérable à Fréjus, 144 millions d'euros lorsque je suis arrivé aux responsabilités, 126 aujourd'hui. Nous avons donc baissé la dette considérablement tout en continuant à investir. Voilà, donc ça c'est le livre noir qu'on a rédigé. Voilà. Après vous. Merci. Marie-Josée Azevedo, vous présidez une association qui s'appelle le Forum républicain. C'est quoi cette association exactement? C'est un comité de vigilance qui est là pour dénoncer ce qui se passe réellement dans la ville. Vous publiez un livre noir de ces 6 ans de mandature. Quel est le bilan de ce travail? Alors on a voulu montrer que David Racheline n'a pas tenu ses promesses de sa campagne de 2014 et on a voulu faire un bilan très factuel et démontrer qu'à Fréjus la démocratie est bafouée puisque David Racheline a une attitude très méprisante envers les élus de l'opposition mais aussi envers tous ceux qui s'opposent à ses idées. Il y a aussi des atteintes aux libertés, notamment atteintes aux libertés de la presse. Et en plus, vous le dites, les populations, elles, ont été montées les unes contre les autres. C'est ça le message aussi de votre livre noir? Oui, et les populations sont isolées. Les gens se referment chez eux parce qu'il n'y a pas de passerelle entre les quartiers.
On le voit, le bilan de David Racheline est particulièrement scruté et pour cause, au-delà de l'élection locale, c'est bien la crédibilité du Rassemblement national qui est en jeu. Voilà pour ce reportage de Quentin Calmet et Fabien Ecker à Fréjus. On va regarder la liste des candidats à la mairie de Fréjus, en tout cas les candidats déclarés à l'heure actuelle. Et pendant que vous les regardez, j'en profite pour vous dire que Quentin Calmet sera là demain pour faire un bilan de sa semaine dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Il était à Nice, à Fréjus, à Mandelieu, la Napoule et tous les reportages sont à retrouver sur notre site internet publicsénat.fr. On va donc commencer ce club. Bonjour Benjamin Morel, Laurent de Boissieu, Jérôme Cordelier. Merci d'être avec nous. Rebonjour Steve. On va bien sûr parler de ce bilan des villes du Rassemblement national. On a vu l'exemple de Fréjus. On va commencer avec vous, Laurent de Boissieu. Vous avez écrit un grand papier dans La Croix sur ce bilan des villes gérées par le Rassemblement national. Fréjus, c'est une ville symbolique, déjà politiquement. C'est la ville d'ailleurs qu'a choisi Marine Le Pen pour sa rentrée politique. Et Marine Le Pen qui a lancé sa campagne des municipales en disant « Nos maires ont montré que la gestion RN, ça fonctionne ». Est-ce qu'elle a raison, Marine Le Pen ? Alors, quand on parle d'un bilan, il y a beaucoup de secteurs dans un bilan. Sur le plan de la gestion, sur le plan financier, de fait, les chiffres montrent que globalement, le RN savait qu'il allait être très attendu parce qu'il fallait qu'il montre qu'il n'est pas seulement contestataire mais aussi gestionnaire. Le bilan n'est pas mauvais sur le plan financier. Après, on peut critiquer la façon dont les choses sont faites. À Fréjus, pourquoi les impôts locaux n'ont pas augmenté et pourquoi la dette a pu baisser, c'est parce qu'il y a eu une vente de beaucoup de terrains municipaux. Alors, on peut donc être pour ou contre cette vente-là, mais le fait est que le bilan strictement financier des villes RN, en effet, n'est pas mauvais. Et c'est un peu théorisé au sein du RN. Ils disent, si on avait un mauvais bilan, on ne pourrait pas faire le reste. Le reste plus symbolique, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est parce qu'ils ont fait très attention aux finances qui sont permis de faire des choses plus symboliques, plus controversées sur le plan symbolique à côté. Puisqu'on reste sur les finances, la fiscalité, Marine Le Pen, elle avait donné comme consigne en 2014 dans sa charte que les maires FN refusent toute augmentation de la fiscalité pendant la durée de leur mandat. Est-ce que l'engagement a été tenu ? Oui, si on prend une ville nord, Hénin-Beaumont, région parisienne avec Mantes-la-Ville et Fréjus pour le sud, dans les trois cas, soit il y a une stabilité, soit il y a une baisse des impôts locaux. Notamment à Hénin-Beaumont, il y a une taxe d'habitation qui parle à tout le monde. Il y a une vraie baisse de la taxe d'habitation à Hénin-Beaumont par exemple. À Mantes-la-Ville, c'est stabilité et à Fréjus, une petite baisse. Jérôme Cordelier, du coup, si on regarde les chiffres de Laurent de Boissieu, Marine Le Pen, on peut dire que là-dessus, elle a gagné son pari sur la gestion, en tout cas le plan financier des villes Rassemblement national. Sur le plan financier, je n'ai pas fait l'enquête qu'a faite Laurent. Mais bon, une ville n'est pas faite uniquement aussi de comptes publics. On va en parler. Il y a un problème d'attractivité. Puisque voilà, est-ce qu'il y a, c'est une question parce que je n'ai pas fait l'enquête, mais est-ce qu'il y a autant d'investisseurs qu'il y avait avant ? Quel est le taux de chômage, l'image de la ville ? Et puis en plus ils arrivaient il se trouve que j'avais fait un reportage au moment où David Racheline a pris la mairie de Fréjus. Bon, il arrivait, c'était un peu du gâteau quand même. C'est-à-dire qu'il arrivait, il y avait une impéritie municipale, c'est-à-dire la gestion, l'ancien maire, je me souviens même, parce que ça ne s'oublie pas dans une vie de journaliste, le maire m'avait même menacé physiquement si je faisais un papier. Donc voilà, c'est assez rare quand même dans notre pays. Donc voilà, il arrivait quand même dans un terrain plutôt favorable pour redresser. Après les autres villes, évidemment. Mais c'est vrai que, je pense que vous en parlerez, mais dans le plan, on a décortiqué un peu le nouveau projet de Marine Le Pen avec des politologues. Et c'est vrai qu'on voit bien que la stratégie, c'est bien évidemment de cet ancrage sur des villes moyennes et pourquoi pas des grandes villes. On va parler de sa stratégie, mais vous voulez compléter peut-être ? Simplement, ceci en effet explique cela. C'est que si souvent l'extrême droite a gagné des villes, c'est parce que la gestion passée, soit gauche au nord, droite au sud ou droite-gauche, si on prend Béziers par exemple, avec un maire apparenté à RN, c'est parce que la gestion en effet était catastrophique, la situation financière de ces villes était catastrophique. Benjamin Morel, oui, sur ce bilan, avant de parler de la stratégie. Oui, avant de parler de la stratégie, si vous voulez, on a un bilan qui très clairement peut être... L'important, si vous voulez, c'est pas le bilan tel qu'il existe, c'est le bilan tel qu'il est perçu. Et on voit très clairement, quand on prend aujourd'hui les enquêtes d'opinion, on n'a pas beaucoup, mais on commence à en avoir quelques-unes sur ces villes, sur ces territoires, et bien que cette gestion est plutôt plébiscitée. En tout cas, qu'elle est majoritairement plébiscitée, que cette fameuse prime au sortant dont on parle beaucoup, eh bien, joue
en faveur des élus RN. Et donc là, très clairement, il y a une crédibilité qui s'installe sur le terrain et qui, pour le Rassemblement national, peut également être une crédibilité par contamination, si vous voulez. Parce que si vous êtes crédible dans une ville, eh bien vous êtes potentiellement crédible dans les villes d'à côté. Et la question aujourd'hui, c'est pas est-ce que Fréjus va rester RN, mais est-ce que toute l'interco ne va pas basculer dans les mains du RN. Et là, c'est très clairement quelque chose, eh bien, une crédibilité qui se construit par contamination au niveau local. On va parler de ça, mais sur le bilan, est-ce qu'il y a d'autres critères que le critère purement budgétaire, purement financier, Laurent de Boissieu ? Bien sûr, il y a toutes ces mesures que j'appelle symboliques, même si elles sont pas que symboliques, qui ont été prises. Les drapeaux européens, il va y avoir le Brexit bientôt. Les drapeaux européens ont été retirés de quasiment toutes. Alors je ne sais pas vérifier sur toutes, mais en tous les cas, les trois grandes communes, les grandes communes RN, il n'y a plus de drapeaux européens sur la façade des mairies. Les intercos, en effet, souvent les maires ont perdu. À Mantes-la-Ville, à Fréjus, ils ont essayé d'empêcher que la mosquée se construise ou s'ouvre. Ils ont perdu, et dans un des cas à Mantes-la-Ville, ils ont perdu par l'interco. Pareil, en effet, Srivry-Briois et Hénin-Beaumont a été mis en minorité au sein d'interco. Et c'est en effet un des grands enjeux pour le RN, c'est les intercos. C'est très important pour Ménard à Béziers. Louis Alliot, qui veut conquérir Perpignan, qui est la grande ville, 100 000 habitants RN que le RN vise, dit si je n'ai pas l'interco, ça ne sert à rien. On va parler de ça puisque ça fait partie de la stratégie du RN pour ces municipales. Juste sur le bilan de la gestion, est-ce que vous constatez une différence de gestion avec 1995 ? C'est vrai qu'on avait reproché au Front National à l'époque d'appliquer localement une politique nationale. Est-ce que là, les maires Rassemblement National se sont comportés différemment en accent sur des politiques municipales et des compétences du maire ? Au-delà de ces questions symboliques, ce drapeau européen, c'est très symbolique, mais ça ne change pas grand-chose pour la vie des gens, finalement. En effet, ils avaient théorisé ça en 2014 en disant on a fait des erreurs, on a eu un manque de maturité politique. C'était les documents internes du FN à l'époque qui le disaient. Et là, ils ont fait très attention, en effet, à ne pas prendre des mesures qui ne soient pas illégales parce que ne dépendant pas des compétences des maires. Ceci dit, on voit Marine Le Pen qui part dès maintenant de la prochaine présidentielle. L'objectif, c'est la présidentielle. Donc, à la limite, ne faisons pas de vagues au niveau local. Ne nous discréditons pas au niveau local, parce que la mère des batailles pour le FN, c'est qu'en thématique, c'est les thématiques nationales. Allez, justement, on va parler de cette stratégie du Rassemblement national pour ces élections. Quel est l'objectif du Rassemblement national pour les municipales ? Quelles sont les villes cibles ? Quelle est la stratégie ? Les réponses avec Flora Sauvage. L'objectif du Rassemblement national est double. Conserver ces villes acquises en 2014 et conquérir de nouveaux bastions. Le combat municipal est âpre. Personne ici n'ignore combien la tâche est ardue, combien la route est jonchée d'obstacles. Si les grandes métropoles sont difficiles à atteindre, Perpignan, 120 000 habitants, est à portée de main de Louis Alliot. Dans le nord, à Denain, une ancienne cité minière où le taux de pauvreté est très élevé, le député RN, Sébastien Chenu, va affronter la maire sortante PS, Anne-Lise Dufour-Torigny. Dans le Pas-de-Calais, le parti de Marine Le Pen vise Calais et Lens. À Carpentras, dans le Vaucluse, l'ancienne circonscription de Marion Maréchal Le Pen, l'heure est à l'union des droites. Le Rassemblement national, qui avait perdu de peu en 2014, a laissé la tête de liste à un profil issu de la société civile non encartée, le général Bertrand de la Chesnaye, qui était numéro 2 de l'armée de terre. À 7, l'ancien président de la Fédération LR de l'Hérault a franchi le Rubicon en s'associant au Rassemblement national pour les élections municipales. Enfin, dans le Var, à Puget-sur-Argent, à côté de Fréjus, ville conquise grâce à une triangulaire par David Rachline en 2014, l'un de ses anciens collaborateurs va essayer de faire tomber le maire sortant. Le Rassemblement national va ainsi tenter de conserver ses bastions. C'est le cas de David Rachline à Fréjus et de Robert Ménard à Béziers, même s'il n'est pas encarté Rassemblement national. L'enjeu pour le parti de Marine Le Pen, c'est de faire tache d'huile autour des villes conquises en 2014 pour asseoir son ancrage local en vue de la présidentielle de 2022. Jérôme Cordelier, on l'a vu, plus d'une dizaine de villes conquises en 2014. Est-ce que le RN est en mesure de conserver ces villes ? Est-ce qu'il est en mesure d'en conquérir d'autres ? Je pense que le RN est en mesure d'en conquérir d'autres. Le problème, c'est que le RN, son grand déficit, c'est d'être crédible sur le fond. Pour l'instant, c'est un parti populiste qui n'a pas prouvé, qui n'arrive pas à convaincre, s'il arrive au pouvoir, d'abord qu'il aurait un projet légitime et ensuite qu'il aurait un projet crédible. Donc par des villes qui sont pour l'instant des petites villes, il arrive à démontrer qu'aux affaires, ils savent un peu manier les choses.
Mais c'est le grand défi. C'est pour ça que Marine Le Pen a lancé sa campagne en amont comme ça. C'est que Marine Le Pen, sa grande faiblesse, c'est le fond. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne propose pas quelque chose qui soit constructif, qui soit d'abord de gestionnaire, ensuite constructif. Donc évidemment, les municipales sont un enjeu clair pour eux. Et je pense que, notamment sur les petites villes, puisqu'ils visent quand même un ancrage territorial, et avec quelques prises symboliques, comme des grandes villes comme Perpignan, comme même vous avez reçu Stéphane Ravier, et Marseille est aussi dans le collimateur. Enfin voilà, s'ils ont une ou deux grandes prises symboliques et un maillage local, évidemment, le coup sera réussi. Les maires sortants sont plutôt... Alors pas tous, parce que certains ont été élus, je pense, dans la ville en quadrangulaire, dans une situation particulière, mais globalement, les grands maires sortants RN sont plutôt en bonne position pour être élus. Après les élections, c'est entre les mains des électeurs le jour, dans l'isoloir, donc tout est possible, mais ils sont plutôt en position favorable. Oui, il y a plutôt une position favorable et qui est encore favorisée par, si vous voulez, le focus médiatique sur les maires Rassemblement National. Tout bêtement, parce que dans des élections locales où le personnel local est assez peu connu et où en plus vous avez une campagne municipale qui a été réduite à peau de chagrin cette année, eh bien, il y a une prime non seulement aux sortants, mais il y a une prime également à celui que l'on connaît et à celui à qui on fait d'une certaine façon instinctivement confiance parce que son bilan n'est pas catastrophique et qu'on le connaît. Donc à partir de là, il y a très clairement un ancrage qui se construit. Et vous avez 4 enjeux pour le Rassemblement national par rapport à ça. D'abord, faire monter un personnel politique local qui soit un personnel politique local reconnu comme compétent. Ensuite, comme on le disait, construire la crédibilité sur le terrain. Parce que si ça marche, si vous voulez, c'est la stratégie du FPÖ en Autriche ou la Ligue du Nord en Italie. Si ça marche au niveau municipal, ça peut marcher au niveau départemental, donc ça peut marcher au niveau régional, et ça peut marcher au niveau national. Cette construction de la crédibilité par le bas, c'est quelque chose d'essentiel dans la montée de partis qui ne sont pas identifiés comme des partis de gouvernement. Ensuite, il y a un troisième élément qui est en effet la construction de ce qu'on appelle un marinisme municipal. Et là, en effet, se joue la question de l'interco, si vous voulez. Parce qu'il y a une grande différence aujourd'hui entre ce qu'on vient de voir à Fréjus, etc., et ce qu'était le socialisme municipal au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, les socialistes ont les manettes pour réellement tenter de construire au niveau local un projet alternatif de société. Aujourd'hui, le pouvoir au niveau local est beaucoup trop diffus pour arriver justement à imposer des changements qui sont radicaux. Il faut arriver à contrôler à la fois la commune, l'interco et peut-être au-delà. Donc pour l'instant, on est dans le témoignage d'une crédibilité, on n'est pas encore vraiment dans le témoignage de contre-projet. Et d'où la nouvelle stratégie de Marine Le Pen, peut-être pas ne pas chercher d'autres territoires, oui, mais en tout cas... Vous avez donné un extrait de ce discours du 12 janvier 2020 qui est très très intéressant parce que, et donc c'est pour ça que dans le point de cette semaine on l'a fait décortiquer par Jérôme Fourquet, Pascal Perrineau qui dit la même chose que vous sur le socialisme municipal et Nicolas Lebourg qui sont quand même 3 grands politologues et analystes, et donc parce que ce discours est passé curieusement assez inaperçu, alors que dedans, il y a quand même beaucoup de choses, justement, sur toute la stratégie du Rassemblement national et comment ils essayent justement de faire par le localisme, ce qu'elle appelle le localisme, une stratégie du bas vers le haut, justement cette conquête par le bas. Et c'est vrai que la séquence électorale leur est plutôt favorable, puisque ce sont que des élections locales. Après les municipales, il y aura les départementales, les régionales. Donc évidemment, comme disait Guy Dru, en 1976, une haie après l'autre. Et c'est vrai que dans ce discours du 12 janvier, il y avait un changement de ton chez Marine Le Pen. Alors le localisme, c'était déjà là pendant la présidentielle. Elle parle de démétropolisation et le 12 janvier, elle dit « On a souvent fait des politiques de la ville, on n'a jamais fait des politiques des campagnes ». C'est ça le nouveau discours de Marine Le Pen ? Alors, le FN est depuis longtemps bien implanté dans les campagnes. Le localisme, alors d'autres courants familles politiques parlaient de localisme. Maintenant, le RN a un peu préempté le terme. Il faudra aussi regarder dans les villes, ces villes-là qui vont peut-être disparaître des statistiques électorales si la circulaire Castaner ne reste à 9 ans pour qu'on mette des nuances politiques. Mais ces petites villes dans les campagnes, il faudra aussi voir là ce que fait le RN. Il n'y a pas que les grandes villes. Même si on est un peu focalisé dessus, et il faudra en effet voir ce que fait le RN à ce moment-là. Et sur la crédibilisation, en effet, le RN avait voulu faire ça au régional de 2015, et ça avant la présidentielle. C'était montrer qu'ils savaient gérer, qu'ils étaient gestionnaires et partiments contestataires. Ils l'ont loupé, et ils reprennent à la base, dans la partie de la première présidentielle, en effet, municipale, etc., jusqu'à la présidentielle, espère-t-il, en montrant qu'ils peuvent gérer des budgets, parce qu'en fait, derrière ça, il y a le poids du budget de plus en plus important.
Autre enjeu pour le RN, c'est également la droite. Attention entre deux tours, les entre-deux tours municipales. Je rappelle, il faudra 10% pour que la liste se maintienne, entre 5 et 7 fusions possibles. Que va faire la droite? Déjà, il y a des endroits, on parlait de 7 tout à l'heure, où la droite a renoncé à présenter un candidat. Pourquoi? Parce que localement, la fédération se divisait en deux. Ceux qui allaient vers le RN et ceux qui allaient plutôt vers LREM. Donc ce qui s'est fait avant le premier tour risque d'être catastrophique pour la droite, pour LR, entre les deux tours des municipales dans certaines localités, notamment au sud-est. À Béziers également, où le candidat Les Béziers, Républicains a renoncé face à Robert Ménard. Marine Le Pen, est-ce qu'elle a senti que c'est vers les électeurs de droite qu'il fallait se tourner? Ce fameux 12 janvier, elle a lancé un appel aux électeurs de droite à la rejoindre. Alors, si vous voulez, les électeurs de droite votent plus que les électeurs de la France Insoumise aux élections municipales. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'abstention différentielle, donc il est préférable de s'adresser, pour faire simple, à l'électorat Fillonneau-compatible plutôt qu'à l'électorat Mélenchonneau-compatible lors de ces élections, avec une base électorale aujourd'hui du Rassemblement national qui est en fait assez diverse, mais qui sur ces questions-là est tout de même tenue par quelques caractéristiques, si vous voulez. Au-delà des questions migratoires, etc., auxquelles on voit souvent cet électorat, il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs essentiels. D'abord, la recherche de la proximité. On est face à un électorat qui cherche une échelle réellement locale, réellement communale, au-delà des grandes échelles qui peuvent être régionales, etc., dans sa gouvernance. Il y a un besoin d'un maire qui soit présent et qui soit proche. Ensuite, il y a une vraie revendication d'égalité. Égalité à la fois en milieu urbain, en milieu rural, et donc à partir de là, une recherche de retour de l'investissement, de retour de l'État, de retour d'une certaine façon d'une présence rassurante. Et donc, Marine Le Pen, avec le localisme, elle parle à cet électorat-là. Et quand on lit aujourd'hui un petit peu les interventions des membres du Rassemblement national, il y a vraiment cette idée d'un retour aujourd'hui à une France des communes, à une France également qui construit la péréquation et qui construit l'égalité. C'était jadis un discours qui était plutôt tenu par la gauche, mais aujourd'hui que Marine Le Pen arrive à capter tout en s'adressant justement à cet électorat des campagnes qui théoriquement votait plutôt à droite. Une conclusion rapide sur ce sujet, Laurent de Boissieu. Oui, moi je reste très focalisé sur la question de l'entre-deux tours. Parce qu'on parle beaucoup, c'est vrai, j'anticipe un petit peu, mais beaucoup de choses vont se passer dans l'entre-deux tours et ça peut encore beaucoup tanguer à droite et dans l'état-major parisien par rapport à ce qui va se passer localement. Et on suivra bien sûr tout ça. Il y a déjà beaucoup de choses qui se passent pendant cette campagne qui s'est agitée ces dernières heures. On va faire le point sur les dernières informations avec Steve. Et Steve, on commence par la série à suspense à Biarritz, le duel Jean-Baptiste Lemoyne, Didier Guillaume. Oui, c'était soit l'un, soit l'autre, et ce sera aucun des deux. Les deux ministres renoncent à se présenter à la mairie de Biarritz. C'est l'Élysée qui l'a annoncé hier. L'Élysée qui a donc tranché après plusieurs longues semaines de flottement. C'est un souci en moins pour Emmanuel Macron, qui a du mal quand même à faire respecter la discipline au sein de son parti. Et pourtant, il a tenté de mettre de l'ordre ces dernières 48 heures. Oui, le chef de l'État n'a visiblement pas digéré l'épisode, la mauvaise plaisanterie Cédric Villani. Dimanche dernier, on s'en souvient, les deux hommes se sont rencontrés à l'Élysée. Et malgré l'insistance d'Emmanuel Macron, Cédric Villani avait annoncé qu'il se maintenait à Paris. La sentence est officiellement tombée hier. Cédric Villani a été exclu de La République En Marche. Et La République En Marche qui a distribué de nouvelles investitures hier. La République En Marche qui cherche à compenser un peu son manque d'implantation locale en investissant des candidats souvent de droite. Dernières investitures en date, Benoît Apparu à Châlons en Champagne, Natacha Bouchard à Calais et le toujours très vaillant André Santini, le maire sortant d'ici les Moulineaux. André Santini, bientôt 80 ans, Oriane. 44 ans de mandat. Ouais. C'est pas rien. 3 candidats qui seront soutenus par La République En Marche. Autre série à suspense, c'est les municipales à Marseille. Les municipales à Marseille, épisode je ne sais plus trop combien, on le sait, Jean-Claude Gaudin tire sa révérence après 24 ans à la tête de la cité phocéenne. Qui pour le remplacer, qui pour lui succéder? Jean-Claude Gaudin, on le sait, a désigné Martine Vassal pour lui succéder. Alors si on en croit les sondages, Martine Vassal est bien placée pour remporter la mairie de Marseille, mais à Marseille, rien n'est jamais vraiment simple. Bon, à Paris non plus. Gros plan sur Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Renaud Muselier, c'est un proche du sénateur Bruno Gilles, 35 ans quand même qu'ils se connaissent. Le dissident LR Bruno Gilles qui a décidé de maintenir sa candidature malgré l'avis contraire de son parti. Renaud Muselier et Bruno Gilles étaient proches, ils le seront peut-être un peu moins puisque Renaud Muselier a décidé de soutenir Martine Vassal. C'était au micro de nos confrères de France Bleu. Écoutez.
Je suis un républicain, je soutiens les républicains. Donc je soutiens ma famille politique, c'est-à-dire Martine Vassal. C'est très clair, c'est très simple. À quoi tient une amitié, hein. Parfois, Bruno Gilles a réagi et s'est dit surpris du choix de son vieil ami. Quant à Martine Vassal, eh ben, elle est aux anges. C'est un son de nos confrères de la Provence. Écoutez. L'atelier me l'avait dit, mais c'est beaucoup plus agréable pour moi de l'entendre sur l'ensemble des ondes et des réseaux. Et en tout cas, je me félicite de son soutien. Et maintenant, on va écoutez, continuer à travailler dans l'intérêt à la fois de Marseille, de sa métropole, et en collaboration, comme je l'ai toujours fait, avec la région pour le bien-être de nos habitants. Voilà, pour Marseille, c'est pas beaucoup plus simple à Paris. Le MoDem soutient Benjamin Griveaux, mais Marielle de Sarnez, très proche de François Bayrou, elle a fait un autre choix, elle. La numéro 2 du MoDem s'apprêterait à annoncer sa candidature dans le 6e arrondissement de Paris. Ce sera sur une liste Les Républicains. Elle sera donc sur la liste du maire sortant, Jean-Pierre Lecoq, en numéro 2. Alors pourquoi ce choix de Marielle de Sarnez? Il paraît que les sénatoriales l'intéresseraient. Les sénatoriales de septembre prochain. On suivra ça, les sénatoriales en septembre 2020. On va terminer par Béziers. Béziers ou Robert Ménard, eh bien lui n'aura pas de candidat, les Républicains face à Oui, lui. le candidat LR investi par LR dans la ville a décidé de jeter l'éponge. Lewis Marchand, c'est son nom, a considéré qu'il n'était pas en mesure de lutter sur deux fronts, sur sa gauche avec La République En Marche et sur sa droite avec, ou plutôt contre la liste de Robert Ménard. Ce retrait, tout un symbole du dilemme que doivent faire les candidats Les Républicains. Et voilà, merci pour ces dernières infos de campagne. La campagne qui s'accélère, beaucoup d'infos. On va aller, comme tous les jours, dans une rédaction locale. Aujourd'hui, à direction Bourgoin-Jallieu, retrouver nos partenaires du Dauphiné. Bonjour Vincent Prodhomme. Bonjour. On va parler municipal avec vous. Alors, vous allez nous parler de quelque chose d'assez original. C'est un speed meeting. Racontez-nous. Et oui, en fait, c'est le premier speed meeting qu'on a organisé. En fait, il a eu lieu mardi soir. La volonté qu'on avait, en fait, c'est tout simple. C'était de parler des municipales autrement. L'idée, c'est ma consoeur, donc Marie Rostand, qui l'a eu il y a quelques mois. En fait, on s'est rendu compte que, comme dans notre société, il fallait vraiment qu'on crée du lien entre la rédaction du Dauphiné Libéré et nos lecteurs, entre les électeurs et les candidats. Et donc, on a donné la possibilité à 5 candidats au municipal de parler à 10 lecteurs du Dauphiné Libéré. Ça s'est passé tout simplement, en fait, ils avaient 5 minutes avec chaque candidat, avec chaque électeur. Et ensuite, il y avait une petite sonnette, ils tournaient. Voilà, c'était un peu de la drague des municipales, mais en fait, le but, c'était ça. C'était un peu de simplifier le lien entre le candidat et notre électeur, et puis c'était aussi de désacraliser en fait le candidat, de le rendre vraiment plus accessible. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Oui, on a eu quelques petites difficultés, on ne s'attendait pas trop. En fait, on s'est rendu compte sur le terrain qu'on a eu pas mal d'électeurs qui ont eu peur en fait de se retrouver face à leur maire, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être légitime. Voilà, c'est un peu les retours qu'on a eu sur le terrain au cours de ces derniers mois. On a été un peu surpris par ça. Il y a peut-être aussi un peu des intérêts pour les municipales. Il faut rappeler que dans notre ville, la participation, elle était que de 55% en 2014, alors qu'on cesse de dire que les municipales, c'est toujours une élection qui est très suivie. Voilà, il y avait certainement un peu de tout ça, donc il a fallu qu'on fasse jouer nos réseaux pour dénicher nos 10 lecteurs. Et puis après, il y avait aussi les candidats qui étaient aussi un petit peu inquiets par ce nouveau format. Ils se demandaient si les participants n'avaient pas été envoyés par d'autres listes pour justement les déstabiliser. Ils nous ont demandé si on contrôlait pas les questions, si on les relisait pas, si c'était pas nous qui contrôlions les électeurs. Voilà, il a fallu un peu rassurer tout le monde tout au cours des derniers mois, mais finalement, ça s'est bien passé. Voilà, au final, est-ce que ça s'est bien passé, vous le dites, ce speed meeting? Quelles ont été les réactions? Elles ont été très bonnes. Finalement, tout au long de la soirée. On a eu des très bons retours de la part de nos lecteurs, mais aussi des candidats. Voilà, on a ressenti ça un peu comme un match amical, en fait, avant que la compétition ne commence. C'était un premier round de chauffe pour les candidats. Il y a eu un petit peu de tension, un peu de stress avant que ça commence. Voilà, les candidats nous ont dit que c'était une gymnastique un peu différente, qu'il fallait être pertinent, percutant pour répondre aux interrogations des électeurs, qui étaient vraiment assez précises, assez ciblées. Et les participants, eux, ils ont été ravis finalement de pouvoir conforter leurs idées en direct, de pouvoir voir pour qui ils allaient voter. Et puis ils ont pu aussi tester la connaissance des dossiers des candidats.
Finalement, ça s'est bien passé, ce speed meeting. C'est une idée originale. Peut-être que vous allez en inspirer d'autres. Merci beaucoup, Vincent Prodhomme, d'avoir été avec nous. Ce speed meeting qui est à la une du Dauphiné ce matin. 5 candidats sous le feu des questions. Merci d'avoir été avec nous. On va regarder maintenant ce qui est à la une de vos quotidiens régionaux avec Steve. Et Steve, on va parler des Alsaciens en Chine. Entre attente et inquiétude, titrent les dernières nouvelles d'Alsace. Attente et inquiétude pour les Alsaciens expatriés en Chine. Le coronavirus ne connaît pas de frontières. Il n'est pas très regardant non plus sur vos origines. On a appris qu'un 5e cas avait été confirmé en France. On sait aussi que le premier avion rapatriant les Français de la région de Wuhan doit arriver aujourd'hui dans l'Hexagone. En attendant, nos amis alsaciens vivent cloîtrés dans les villes fantômes de la ville. Quand reprendront-ils le travail? Faut-il envisager un retour en France? Autant de questions sans réponse alors que la Chine a annoncé que le virus s'étend désormais à toutes les régions du pays, Oriane. Et autre sujet à la une de la Nouvelle République, la réforme des retraites. Revoilà la réforme des retraites en une de la Nouvelle République. La réforme des retraites et son financement, on le sait, c'est l'une des nombreuses inconnues du projet du gouvernement. Hier, des manifestations étaient organisées. 8e journée nationale de mobilisation à Tours. 1500 manifestants se sont rassemblés devant la préfecture. Ils ont déposé des blouses, des livres scolaires en signe de protestation. Aujourd'hui, Oriane, top départ, on en a parlé, de la conférence de financement entre les partenaires sociaux. Objectif, trouver un équilibre budgétaire au système des retraites. Elle doit rendre ses conclusions d'ici fin avril, Oriane. Et un chiffre inquiétant, une de la Voix du Nord. Un chiffre très inquiétant. Les traversées de migrants ont quadruplé en 2019. La Voix du Nord nous dit que dans la région, la crise migratoire s'est déplacée de la terre à la mer. Augmentation préoccupante du nombre de personnes en détresse qui ont dû être secourues par l'État. On est en mer du Nord. Pour vous donner un ordre d'idée, on est passé de 586 migrants en 2018 à 2758 migrants en 2019. 2758 migrants qui ont dû être sauvés dans les eaux froides de la mer du Nord, Oriane. Et on termine par François Fillon qui sort du silence, c'est à la une du Maine Libre. Oui, procès oblige. François Fillon, relativement discret depuis 2 ans, sera ce soir l'invité de Vous avez la parole sur France 2. La parole, il l'aura pour peut-être s'expliquer, pour répondre aux accusations de détournement de fonds publics dont il fait l'objet. Son procès est prévu pour le 24 février, Oriane. Merci beaucoup, Steve. On va regarder vos unes, messieurs. La une de La Croix, un plan à sens unique. C'est à la une de votre journal. Ce matin, Laurent Deboissieu. Et puis on va regarder la une du Point. Jérôme Cordelier avec cette photo d'Emmanuel Macron et ce titre « Qui ferait mieux que lui ?» Oui, qui ferait mieux que lui, avec à l'appui un sondage. On a commandé à Ipsos un sondage sur 23 personnalités. On a testé 23 personnalités. Est-ce qu'il ferait un moins bon ou un meilleur président qu'Emmanuel Macron? Et le résultat... C'est dans le point. Écoutez, c'est ça que vous allez nous dire. Non, on a été très surpris du résultat parce qu'en fait, on a vraiment vu large, c'est-à-dire qu'on a vu à peu près tous les responsables qui peuvent être en opposition, plus on a testé quelques personnes de la société civile, comme Christine Lagarde, Thierry Breton, même Laurent Berger, par exemple, de la CFDT, et puis aussi des jeunes loups qui commencent à monter à droite comme à gauche. Et en fait, on s'aperçoit qu'aucune de ces 23 personnalités ne rivalise avec Emmanuel Macron. Alors le seul qui tire un peu son épingle du jeu, mais qui ne fait pas pencher la balance, serait-il un meilleur président, c'est Nicolas Sarkozy. Donc c'est le grand retour de Nicolas Sarkozy. Et on peut dire que d'une certaine manière, dans le sondage aussi, on voit une espèce de revanche de l'ancien monde, puisque Ségolène Royal se place plutôt pas mal, en tout cas dans le top 10. Et surtout François Hollande, c'est un peu aussi une des surprises du sondage, se retrouve. Et autre enseignement, puisque ça poursuit un peu la discussion qu'on a eue en début de cette émission, c'est que Marine Le Pen se place en 2e position derrière Nicolas Sarkozy, comme ferait-elle un meilleur président, une meilleure présidente que Emmanuel Macron, mais elle a quand même un rejet massif, c'est-à-dire 48% des sondés pensent qu'elle n'est pas du tout apte à être une meilleure présidente, et j'avoue que les populistes font l'objet d'un rejet massif, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Marion Maréchal. Donc on voit bien que si les populistes peuvent séduire sur les ondes, dans la rue, sur les plateaux, par des formules ajustées, bien ciselées médiatiquement, ils ont encore besoin de convaincre
de la crédibilité et de leur crédibilité et de leur qualité de gestionnaire. Un mot, il nous reste 30 secondes peut-être sur un autre papier, hein, les plans des prétendants à droite. Oui, on a fait une enquête sur, une enquête sur la droite. Voilà, donc 3 prétendants, c'est-à-dire si Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy a toujours dit qu'il n'irait pas, hein, mais donc s'il n'ira pas, qui pourrait y aller? Donc on voit qu'il y a 3 personnalités qui se détachent. Hein. François Baroin, d'ailleurs, qui est pas trop mal classé dans son sondage, même s'il est à 14%, mais il n'est pas encore candidat, donc il pousse quand même beaucoup dans les sondages. Xavier Bertrand aussi, qui est au coude à coude avec lui, et Valérie Pécresse. Et donc on leur a demandé à chacun de nous dire sur le fond qu'est-ce qu'ils voudraient faire comme projet alternatif. Et là aussi, on a des surprises, parce qu'on dit beaucoup que la droite n'a aucun projet, n'a aucun programme, puisqu'elle est en train de le concocter avec Christian Jacob, qui a lancé ces forums là, depuis janvier. Mais on s'aperçoit qu'ils ont quand même des idées. Ils ont quand même quelques idées, et donc c'est dans le point de cette semaine. Et voilà, c'est donc à lire dans le point, et à lire La Croix aussi aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Très bonne journée. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.